Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, la sécurité a encore une fois été perturbée dans différentes localités du pays. Au moins 4 personnes ont été tuées la nuit de ce jeudi lors des attaques armées menées par des gens non encore identifiés. La Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur le Burundi pointe encore une fois du doigt les agents de sécurité et les Imbonerakure comme étant les auteurs des violations des droits humains commises au Burundi. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, on vous parlera également de la pénurie de certains médicaments contre la Covid-19, une pénurie qui commence à faire des victimes à l'hôpital Roi-Raled. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où 3 personnes seraient mortes suite à une grenade lancée dans la nuit de ce jeudi au quartier Milango 2, zone Kanenge en commune Nahangwa. Nous sommes dans la municipalité de Bujumbura. Cette attaque a été perpétrée au domicile d'un officier de l'armée burundaise et parmi les victimes figurent son épouse et son domestique. Le point avec Eloge Divin Rémiche. C'était aux environs de 19h ce jeudi, lorsque des gens non identifiés ont lancé une grenade dans le ménage d'Aaron Daishimiye, commandant des troupes affectées dans la réserve naturelle de la Rukoko. Ce ménage est situé non loin du camp, ce quartier, sur la 14e avenue, au quartier Milango 2, zone Kamenge, en commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura. Selon les informations fournies par les habitants de la localité, cette grenade a blessé grièvement l'épouse de cet officier, une domestique et un agent de transmission de l'officier Aaron Daishimiye. Les mêmes sources ajoutent qu'au moment de l'attaque, cet officier de grade de lieutenant-colonel n'était pas chez lui. Son épouse ainsi que la domestique ont ensuite succombé de leurs blessures après leur évacuation vers un des hôpitaux de la municipalité de Bujumbura. Le porte-parole de la police burundaise confirme ces informations. Sur les ondes de la radio Isanganiro ce vendredi, Désiré Ndoimana a signifié que des enquêtes se poursuivent pour démasquer les auteurs de ce crime. À Kamenge, difficulté d'un malfaiteur qui a lancé une grenade dans le domicile d'un officier. La grenade a blessé grièvement 2 personnes de la maison, une maman et sa bonne. Malheureusement, elles ont dû succomber à leurs blessures. Ce sont des malfaiteurs. La population n'a pas raison d'avoir peur, mais plutôt il faut toujours voir les gens qui ne sont pas identifiés dans les localités où ils se trouvent et annoncer à la police pour que celle-ci intervienne vite pour identifier la personne en question. Immédiatement, les enquêtes ont été enclenchées. Les informations en provenance de la zone Kamenge font savoir qu'un des militaires qui assurait la garde de l'officier Aaron Daishimiye, qui avait été blessé au cours de cette attaque à la grenade, aurait lui aussi succombé de ses blessures ce vendredi matin. Eloge Divin Rémicha, et une personne a été également tuée et une autre blessée dans une attaque à main armée sur la colline Wutagazwa de la commune Mugongomanga en province Bujumbura. L'auteur de cette attaque n'a pas été identifié. Émile Niwasumba pour plus de détails. C'était aux environs de 20h lorsqu'un homme armé non encore identifié a débarqué au bistrot d'un prénommé Eric se trouvant à Rugogwe, tout près de la localité Nyandirika. Nous sommes sur la colline Butagazwa de la commune Mugongomanga en province Bujumbura. Selon les sources sur place, cet homme a tiré sur 2 personnes, à savoir un prénommé Trésor et son oncle connu sous le nom de Vianney Mugurumoya. Selon les mêmes informations, Vianney Mugurumoya fait partie des prisonniers récemment libérés par grâce présidentielle. Un homme armé est venu au cabaret d'un ancien retraité de l'armée et a tiré sur 2 personnes. Une d'entre elles est même morte. Il a également tiré sur un certain Vianney qui venait fraîchement de quitter la prison. Nous pensons qu'il s'agit d'une traque aux prisonniers récemment graciés, car certains sont incarcérés de nouveau ou même tués. Nos sources sur place font également savoir que l'auteur aurait dépouillé de l'argent des personnes qui se trouvaient à ce bistrot avant de partir. La population de Butagazwa indique que les forces de l'ordre et de proximité n'ont pas pu intervenir.
L'homme armé d'un fusil a également pris de l'argent au client de ce cabaret et il s'étend. Il y a des militaires tout près, mais ils n'ont rien fait pour l'arrêter, ou tout au moins le poursuivre. Par après, le jeune homme Trésor a succombé à ses blessures après son arrivée au dispensaire de Nyandirika. Il avait reçu des balles au niveau de la poitrine et au niveau du ventre. Nos sources précisent également que son oncle Vianney Mugurumoya, blessé au niveau des jambes, a été conduit vers l'hôpital de Gwibaga à bord d'une ambulance. Les médecins l'ont vite transféré en mairie de Bujumbura, mais aucune structure de santé ne l'a accueilli et on l'a ramené à Gwibaga. Le matin de ce vendredi, le nommé Vianney Mugurumoya a été encore une fois acheminé à l'hôpital Prince-Régent Charles, où il bénéficie actuellement des soins médicaux. Nos sources à Mugongomanga indiquent qu'une fouille et perquisition a été effectuée ce même vendredi dans les ménages avoisinant le lieu du crime par les autorités administratives et policières. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Consolat Ndaïsava, administrateur de la commune Mugongomanga, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. Émile Nivasumba, toujours en parlant de sécurité, une personne est hospitalisée depuis ce mercredi à l'hôpital de Karedi, victime des coups de poignard, lui infligés par des Imbonerakure de la colline Moubone. Les habitants de Karedi demandent l'arrestation et la traduction en justice de ces Imbonerakure qui s'adonnent à la persécution des citoyens. Les détails avec Aimable Nishim. La victime de ces actes criminels, orchestrés par les Imbonerakure de la colline Moubone, en commune Kabeji, s'appelle Enonis Misago. Il a été poignardé par un groupe d'Imbonerakure de cette colline. Selon nos sources sur place, les faits se sont déroulés au domicile de la victime pendant la nuit. C'était dans la nuit de mercredi dernier quand un groupe d'Imbonerakure commandé par un certain Donarcé se sont introduits au domicile d'un certain Denis Misago. Ce dernier a été poignardé au niveau de la tête, sur le bras et au niveau des cuisses. Selon toujours nos sources, la victime est pour le moment dans un état critique. Les habitants de la commune de Kabezi s'inquiètent de la recrudescence de ces actes criminels commis par des Imbonerakure au vu aussi des autorités locales. Ces Imbonerakure patrouillent sur toutes les collines de la commune Kabezi. On les voit souvent en tenue militaire et ils sont armés. Cela nous inquiète beaucoup. La vie de la population est en danger. On se pose beaucoup de questions sur le silence de l'autorité face à cette situation. La population de la commune Kabezi demande aux autorités habilitées de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de ces Imbonerakure pour couper court à ces actes de violation des droits humains. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune, mais sans y parvenir. Aimable Nishim, et puis 4 militaires burundais ont été blessés lors d'une embuscade perpétrée par le groupe Al-Shabaab. Ces militaires quittaient la localité de Jowar pour se rendre dans la ville de Burn, en Somalie, le matin de ce vendredi. Selon ces informations en provenance de la Somalie, les Al-Shabaab ont lancé une bombe et un véhicule blindé du convoi a été touché. 4 combattants d'Al-Shabaab ont été capturés par les militaires burundais, selon toujours nos sources en Somalie. Parlons à présent politique, où le président de la République du Burundi se félicite que le combat contre ce qu'il qualifie de terrorisme a connu des progrès dans la sous-région. Cependant, dans son discours au cours de la 76e Assemblée générale de l'ONU, le numéro 1 burundais a indiqué que la sous-région a été incapable de développer des stratégies efficaces pour combattre l'Alliance des forces démocratiques, ADF en sigle, et le mouvement de résistance pour un État de droit, Red Tabara, et les groupes qu'Évariste Ndayishimiye qualifie de terroristes suivis. Dans le cadre de la gestion sécuritaire, nous tenons à souligner la question du terrorisme. Sur ce sujet, Monsieur le Président, il est indéniable que des succès ont été enregistrés. Toutefois, il faut en même temps et humblement reconnaître que nous sommes loin d'avoir développé une stratégie commune, adéquate et efficace pour annihiler ce fléau. Sur le plan stratégique, étant entendu que le terrorisme n'a pas de justification, je reste convaincu qu'au-delà de l'action militaire nécessaire, la lutte efficace contre le terrorisme suppose une lutte contre la radicalisation qui a pour terreau l'ignorance, la pauvreté,
le chômage de jeunes et l'inalphabétisme. L'ONU devrait entreprendre donc des actions de lutte contre la pauvreté et prendre des sanctions sévères contre ces groupes et tous ceux qui les soutiennent. De notre côté, nous sommes préoccupés par la prolifération du terrorisme dans la sous-région, dont les responsables, tels que l'ADF, Red Tabara, ayant la base dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, qui recrutent de jeunes chômeurs et qui tuent aveuglément des paisibles et innocents citoyens. Je reste convaincu que ces groupes constituent une menace non seulement pour notre région, mais pour l'humanité tout entière. Nous devons à cet égard unir nos forces pour lutter contre le terrorisme, surtout sous toutes ses formes et manifestations. Et nous estimons que ce combat doit se poursuivre avec plus de détermination et de solidarité. Et s'agissant des droits de l'homme, le président Ndayishimiye a expliqué que le Burundi s'est doté de mécanismes nationaux capables de défendre les droits de l'homme. Du coup, il a annoncé que toute tendance à singulariser le Burundi en lui collant des mécanismes spéciaux en matière des droits de l'homme est tout simplement contre-productive. Dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, le président de la République dit même avoir libéré plus de 5000 prisonniers. Encore une fois, Évariste Ndayishimiye. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste et responsable des efforts du Burundi que le Burundi déploie aux côtés d'autres nations et les apprécier à leur juste valeur. Toute tendance de singulariser le Burundi en lui collant des mécanismes spéciaux en matière des droits de l'homme est tout simplement contre-productive. Comme vous le savez, le Burundi dispose de mécanismes nationaux à même de défendre, promouvoir et protéger les droits de l'homme. Outre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui vient de recouvrer son statut A, nous avons l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Nous avons aussi la Commission Vérité et Réconciliation, le Conseil national pour l'unité nationale, la Commission Terre et autres biens, ainsi que l'institution de l'Ombudsman. Dans la pratique, le gouvernement s'est concentré sur la protection des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques, des libertés d'opinion, d'expression et de presse. Et beaucoup d'efforts ont été consentis grâce à l'instauration d'un dialogue quasi permanent entre les partis politiques, les médias, la société civile et les pouvoirs publics. Ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015, la libération de plus de 5000 prisonniers par la grâce présidentielle, la participation des partis politiques et de la société civile dans la gestion de la vie politique et sociale du pays. Et même si son discours lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a dit que plus de 5000 prisonniers ont été libérés dans le cadre de la grâce présidentielle, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, dément et signale que, selon les chiffres recensés, les prisonniers libérés ne dépassent pas à 3200. Maître Jean-Claude Niboulou-Mounsi, chargé du département juridique au sein de l'ACAT Burundi, souligne plutôt qu'il s'observe toujours de l'injustice en ce qui concerne le respect des droits des détenus suivis. Nous avons suivi avec intérêt le discours du chef de l'État qu'il a prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le point qui nous intéresse et sur lequel on voudrait bien réagir, c'est le point relatif aux chiffres avancés par le chef de l'État comme étant un chiffre de détenus libérés dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de grâce que lui-même a pris et mis en œuvre en avril 2021.
À notre connaissance, il n'y a pas 5000 prisonniers qui ont été libérés dans le cadre de cette mise en œuvre. ACAT Burundi dispose des chiffres que l'on trouve dans tous les établissements pénitentiaires. Le chiffre que vraiment nous avons aujourd'hui de détenus libérés, c'est autour de 3200. Et à cela, on peut dire qu'il y a des détenus qui ont été libérés disant que c'est la mise en œuvre de la grâce présidentielle, mais qui réellement n'étaient pas parmi les gens qui devraient bénéficier de la grâce. Ici, je veux dire des gens qui avaient déjà purgé les peines, ceux qui étaient déjà acquittés, et ceux qui étaient sous la libération provisoire. Tout ce monde-là ne fait pas partie des gens qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Il y a d'autres détenus qui ne devraient pas bénéficier de la mesure de grâce, mais qui devraient être libérés, mais qui sont toujours en détention. Je parle des 4 des 5 détenus membres du parti du MSD arrêtés le 8 mars 2014. Leur dossier a été clôturé, le ministre de la Justice l'a bien dit, mais voilà, ils sont toujours en détention. Tout ça montre que l'injustice est toujours grandissante dans le système judiciaire du Burundi et surtout dans l'exécution des mesures, on utilise toujours 2 poids 2 mesures. Et dans l'entretemps, les agents des corps de sécurité et les Imbonerakure continuent à se distinguer dans la violation des droits de l'homme au Burundi, indique la commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi. Lors de la présentation du 5e rapport de cette commission devant le Conseil des droits de l'homme ce jeudi, d'aucuns ont manifesté leurs inquiétudes quant à la persistance de violations et abus contre la population au Burundi, des inquiétudes qui étaient pourtant censées être levées par l'investiture du président Evariste Ndayishimiye. Et Onésime Dushimagidze nous résume les différentes interventions de cette session. Le 5e rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a été présenté au cours de la 48e session du Conseil des droits de l'homme ce jeudi. Le président de la commission, Doudou Diène, a indiqué au Conseil qu'il n'y a pas eu d'avancée significative en matière des droits de l'homme au Burundi depuis l'investiture du président Evariste Ndayishimiye, comme l'avait espéré l'opinion internationale. Depuis juin 2021, on constate une recrudescence de ces violations. Les principaux auteurs sont les agents du service national de renseignement, placés sous la responsabilité directe du président. Des policiers relevant notamment des groupements mobiles d'intervention rapide et des Imbonerakure. Ils ont continué à agir en bénéficiant d'une impunité quasi totale. Une autre promesse centrale du président était de restaurer l'état de droit. Une fois encore, rien n'a été fait. La commission regrette que la situation des droits de l'homme au Burundi n'est pas évolué de manière significative depuis l'investiture du président Ndayishimiye et que les violations graves des droits de l'homme, dont certains pourraient être constitués des crimes contre l'humanité, continuent. Au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH, l'on rappelle que la responsabilité de promouvoir les droits de l'homme revient au gouvernement. La CNDH recommande au gouvernement du Burundi de poursuivre ses efforts dans l'amélioration des droits de l'homme et de diligenter rapidement des enquêtes chaque fois qu'il y a allégation de violation des droits de l'homme. La responsabilité première en matière des droits humains incombe au gouvernement. Les différents orateurs représentants du gouvernement et organisations au Conseil des droits de l'homme ont déploré la persistance de la violation des droits de l'homme au Burundi. Bien que la communauté internationale salue quelques gestes posés par Gitega, l'Union européenne souligne que l'ouverture de l'espace démocratique et la liberté d'expression laissent à désirer. Toutefois, le Burundi reste confronté à des défis majeurs, tels que la persistance de restrictions de libertés fondamentales et de l'espace démocratique, auxquelles sont soumises certains médias et des représentants de l'opposition politique. Il est donc nécessaire que ce Conseil poursuive son suivi de la situation des droits de l'homme au Burundi. Les organisations qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme, quant à elles, plaident surtout pour le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Avant cette session, les ONG ont appelé le Conseil à poursuivre son examen. Ils appellent également au renouvellement du mandat de la commission d'enquête afin d'assurer la documentation et le suivi approfondi de la situation des droits humains au Burundi. En conclusion, nous appelons la Commission à continuer à décrire les crimes commis au Burundi. Les membres de la commission d'enquête sur le Burundi ont demandé au Conseil et à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur le Burundi et la situation qui y prévaut. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Toujours en page droits de l'homme, les 19 combattants du mouvement Red Tabara devaient être traités conformément
à la loi internationale spécifique pour les prisonniers de guerre. Emmanuel Ndereimana de la coalition des politiciens en exil, Sephora Rocha, rappelle que la dite loi précise que ces prisonniers doivent être protégés et bien traités physiquement que moralement, qu'ils ne soient donc plus revus depuis leur remise au Burundi le 30 juillet, laisse penser à différentes hypothèses. Et entre autres hypothèses, ils auraient subi de tortures graves, ou alors le régime CNDD-FDD veut qu'ils soient oubliés afin de les exécuter par après. Suivez Emmanuel Ndereimana. Au moment de la remise de ces prisonniers au gouvernement du Burundi et par le gouvernement du Rwanda, le monde entier a vu des gens propres, des gens en bonne santé, pour dire que de l'autre côté, ils étaient traités selon cette loi internationale. Alors pourquoi, après la remise de ces prisonniers au pouvoir de Gitega, et le pouvoir de Gitega cache ces prisonniers de guerre? Et c'est à ce moment où on se pose beaucoup de questions et se dégagent quelques hypothèses, comme quoi soit ils sont torturés à tel point qu'ils ne sont pas présentables en public, soit un ou deux, et pourquoi pas tous, seraient exécutés et qu'il n'y reste personne à présenter. Soit ils sont en vie, mais pas dans les prisons connues au Burundi, pour éviter tout contact avec d'autres prisonniers, de peur qu'ils passent au recrutement ou enseignement d'idéologie de Red Tabara. Ça, c'est aussi une possibilité. Soit le gouvernement du Burundi cherche à habituer les gens à ne pas voir ces prisonniers pour qu'ils finissent par être oubliés et être exécutés un à un. Alors, dans une situation pareille de flou absolu, c'est plutôt à la rébellion Red Tabara de mettre la pression sur le mécanisme conjoint de vérification CIRGL pour que ce dernier fasse le suivi et donner rapport de temps en temps par rapport à ces prisonniers. Et enfin, si réellement ces prisonniers ont eu quelques malheurs en violation de la loi internationale, alors que le gouvernement du Burundi s'apprête à répondre de ces actes devant les juridictions internationales. Les accusations du procureur général de la République contre les activistes de la société civile et les opposants s'inscrivent dans la poursuite de la terreur d'État et de verrouillage de l'espace public au Burundi. Réaction d'un défenseur des droits humains au Burundi après les mandats d'arrêt internationaux lancés contre certaines personnalités qui dénoncent des crimes commis au pays. Maître Janvier Bigirimana indique que la précipitation du procureur de la République prouve que la justice a été instrumentalisée et qu'il n'y a pas eu d'enquête minutieuse. Suivez. Les mandats d'arrêt qui viennent d'être lancés par le procureur général de la République pour une énième fois contre certaines personnalités de l'opposition politique burundaise ainsi que des activistes de la société civile ne visent qu'à les déstabiliser afin que les crimes commis par ce régime, afin que les égarements du CNDD-FDD qui deviennent nombreux et gênants ne puissent pas être dénoncés, mais nous pensons que c'est une erreur de leur part parce que c'est pas la première fois que des procès téléguidés sont prononcés contre toutes ces personnalités de l'opposition et de la société civile burundaise indépendante, mais aussi les mêmes mandats d'arrêt internationaux avaient été lancés sans effet. Nous pensons que, comme cela s'était passé dans le passé, les mêmes mandats d'arrêt resteront sans effet parce qu'il est connu que ce sont des actes de persécution qui visent à saboter le travail de défense des droits humains, le travail de défense de la démocratie burundaise. La précipitation avec laquelle le procureur général a agi en lançant des mandats d'arrêt et en accusant des personnalités en un petit laps de temps de quelques heures, nous pensons que cette façon de faire ne pourrait pas permettre à ce que des enquêtes sérieuses, indépendantes et impartiales soient menées, d'où cette pratique, en effet, une pratique qui ne mène pas vers la justice. D'ailleurs, nous savons que la justice burundaise travaille sur le joug de l'exécutif burundais. Les pleurs du président de la République à propos du fonctionnement de la justice est un témoignage éloquent que la justice burundaise est devenue un instrument qui est utilisé
pour persécuter les opposants et les activistes de la société civile, d'où nous interpellons les autorités politiques burundaises, tout comme les autorités judiciaires burundaises, de ne pas s'empresser pour trouver des boucs émissaires, mais de faire le travail correctement et conformément à la loi. Une courte pause et nous abordons la page santé de ce journal. RP. Pénurie depuis une semaine des médicaments contre la Covid-19 au centre de dépistage de l'hôpital Roi-Khaled. Des conséquences dont des morts sont enregistrées suite à cette pénurie. Le point avec Eloge Cuiver. Certains patients de Covid-19 arrêtés à l'hôpital Roi-Khaled indiquent que la pénurie de médicaments pour le traitement de Covid-19 est devenue un casse-tête à cet hôpital. Il faut savoir que tous les médicaments dont bénéficient ces personnes testées positives à la Covid-19 n'existent plus dans cet établissement sanitaire. L'un des patients raconte. Nous avons un grand problème suite au manque de médicaments de la Covid-19. Toute une semaine vient de se dérouler sans avoir ces médicaments. Ni la chloroquine, ni d'autres médicaments ne sont introuvables dans cet hôpital. Mais il continue de trouver d'autres personnes testées positives à la Covid-19. Avant-hier, ils ont trouvé 38 nouveaux cas et hier, 14. Que ce soit les personnes testées positives à la Covid au centre de dépistage de cet hôpital, que ce soit les malades hospitalisés, toutes sont ordonnées d'aller chercher ces médicaments ailleurs. Une tâche qui n'est pas facile. Selon ces patients, des conséquences néfastes commencent à se sentir suite à cette pénurie. C'est très dommage. Hier, 3 hommes sont morts suite au manque de médicaments car ils n'avaient pas été secourus. En réalité, nous les malades ne savons pas à quel saint se vouer. Les informations en provenance de la mairie de Bujumbura font savoir que cette pénurie de médicaments de Covid-19 se manifeste également dans d'autres hôpitaux dans cette ville. À ce propos, la rédaction n'a pas pu joindre le médecin directeur de l'hôpital Roi-Khaled de Kamenge pour des éclaircissements sur son manque de ces médicaments. Eloge Cuivira est toujours en page santé. Les membres du personnel soignant de l'hôpital Saint-Augustin de la commune d'Ihanga en province de Bubanza demandent à leur directeur de ne pas continuer à négliger la Covid-19 puisque certains d'entre eux ont déjà été contaminés selon les mêmes sources. Une personne a récemment été emportée par la maladie à coronavirus tout près de cet hôpital. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Certains malades arrêtés à l'hôpital Saint-Augustin de Gihanga ont dit à la RPA qu'ils craignent de contracter le coronavirus. Pour cause, certains malades du coronavirus nécessitant l'hospitalisation sont admis dans des chambres situées à l'intérieur de l'hôpital par manque de salles d'isolement. Selon les mêmes sources, la situation engendre la contamination des employés ou de ceux qui fréquentent souvent cet hôpital. Selon ces sources qui évoquent un cas d'un religieux qui a accompagné les malades dans la prière qui a attrapé la Covid-19. Ce religieux a été admis dans une chambre de l'hôpital à cause de la dégradation de son état de santé. Nos sources ajoutent qu'il a fini par être transféré à la clinique Prince Louis Kwagasole de Bujumbura du fait que son état de santé devenait de plus en plus grave. Le religieux est mort, puis enterré ce jeudi. Selon ces sources, les employés de l'hôpital Saint-Augustin tombent malades tour à tour du coronavirus, indique que cette personne qui garde un malade depuis quelques jours au sein de cet hôpital. L'enterrement a eu lieu hier, le 23 septembre. Le religieux était tombé malade il y a presque 2 semaines. Je crois qu'il a passé 3 ou 4 jours alité dans une chambre d'ici à l'hôpital. Par la suite, nous avons entendu qu'il a été transféré vers la clinique Prince Louis Kwagasole où il a rendu l'âme. Un nombre important d'employés de l'hôpital est tombé malade aussi du coronavirus. Parmi ces derniers figurent des aides-soignantes, des travailleuses et des infirmiers. Ces informations sont confirmées par certains employés avec lesquels nous nous sommes entretenus. Ils révèlent que depuis le mois d'août jusqu'au mois de septembre, plus de 10 employés ont déjà été malades du coronavirus. Certains d'ailleurs sont toujours confinés chez eux, selon leurs collègues. Les malades de cet hôpital Saint-Augustin de Gihanga demandent à la direction du hôpital de renforcer les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus qui continue de se propager au Burundi. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le médecin directeur de l'hôpital Saint-Augustin de Gihanga, Dr Anissé Ndouimana, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci à toi Emmanuel Nyongekwe. Avant de clore ce journal, parlons société, où les habitants de la mairie de Bujumbura ne comprennent pas pourquoi les maisons qui leur permettent de survivre sont démolies au moment où les monuments du parti CNDD-FDD ne sont pas touchés alors qu'ils sont illégalement construits. Ces habitants demandent que s'il faut appliquer la loi, que cela soit fait et dans les règles et sans distinction aucune. Les détails avec Francine Mahor. Depuis que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a ordonné la démolition des constructions anarchiques à mairie de Bujumbura, aucun monument du parti CNDD-FDD n'a été touché. Un geste que les habitants de différents quartiers ne comprennent pas, surtout ceux des zones Nyakabiga, Bwiza et Kamenge, du fait que ces monuments sont érigés tout près de ces maisons qui les permettaient de survivre. Ce qui est très étonnant, c'est que même les pierres et les monuments du CNDD-FDD sont toujours au milieu de certaines rues et d'autres sur des routes. Aucun n'a été démoli. C'est très étonnant que nous, les habitants, on nous oblige à démolir nos maisons qui nous aidaient à survivre et que ces monuments restent intacts. Ces habitants indiquent que dans différents quartiers, ces monuments du CNDD-FDD construits en violation des normes de l'urbanisme sont toujours là. Il y en a même qui sont érigés tout près des poteaux électriques de la régie des eaux. Rien de ces monuments n'a été détruit. L'exemple est celui de la route Mutakura Bubanza. Tous ceux qui avaient construit en face de ces monuments ont démoli les maisons, mais pas ces monuments. La situation est pareille même à Nyakabiga. Là aussi, toutes les maisons ciblées ont été démolies, mais pas ces monuments. C'est presque partout. Même dans le quartier Ngagara, Tchavé et Kamenge, c'est la même chose. Dans tous ces endroits, les maisons ont été démolies, mais ces monuments n'ont pas été touchés. Parmi ces monuments, il y a ceux qui sont même construits et tout près des poteaux électriques de la régie des eaux. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, mais il était injoignable. Quant à Gervain Dirakobucha, le ministre de l'Intérieur, il n'a pas décroché son téléphone portable. Et voilà, c'est sur ce reportage de Francine Mahoro que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 24 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. À la présentation, c'était avec Rizal Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous.